C'est une question absolument cruciale, à la fois en termes cybernétiques, de nature de la puissance chinoise actuellement, qui est on l'a évoqué, une puissance établie, c'est clair maintenant, ce premier quart du XXIe siècle, et qui est autoritaire, dont la non démocratique. Économie libérale, ça se discute. Bon, voilà. Capitalisme d'État et autoritaire. Donc pas vraiment libéral. Et donc la question des valeurs, ce sur quoi je conclus mon topo, renvoie directement à ce que vous évoquez, sur la gestion des données, sur la question de la vie privée, etc. etc. Et ça se traduit par tout un système, en fait, sécuriser l'empire, c'est ça l'idée. C'est de système de sécurité intérieure, pour faire simple, pour aller vite, ultra puissant, qui va très loin dans l'intimité du milliard et demi de citoyens, de Chinois, mais également qui est en doublon de sa sécurité extérieure. On est bien évidemment là sur une réforme en profondeur des capacités chinoises, en termes de moyens, logistiques, techniques, etc., comme humains, pour contrôler son immense population, mais également avoir une anticipation sur ce qui peut se passer dans le monde. Puisqu'aujourd'hui, moi, à Pékin, je réfléchis sur ce qui peut se passer demain en Afrique, etc., et qu'on peut avoir comme conséquence directement sur notre territoire. Pas des questions diplomatiques, mais des questions vraiment humaines. On regarde ce qui se passe en Afrique, en Méditerranée, etc. Bon, les Chinois disent fort heureusement, la géographie, là, nous favorise, même si globalement, c'est pas très favorable, là, elle nous favorise. Ce genre de choses. Et donc, pour revenir à la question cybernétique de surveillance, de crédit social, les Chinois sont dans la continuité du système confucéen de mettre en exergue le bon élève. Regardez comme cet individu chinois est un individu modèle, voire un homme de bien, dans la définition un peu chinoise, vous voyez, pour les cynisants. Il respecte les règles établies par un pouvoir légitime. La question technique, en fait, est finalement périphérique. Alors, bien évidemment, sur 1,5 milliard d'humains, là, le facteur humain est important. Est-ce que cette affaire-là est tenable? D'où le test, en plus de questions techniques pures, et techno pures des autorités chinoises, de regarder ce qui se passe un petit peu dans les régions à l'ouest, sur les Ouïghours, en adoptant le dispositif particulier à la région et à la population, le dissociant du général, de tester quelques villes, tester quelques quartiers, de tester quelques comités de citadins, etc., de résidents. Et dans les faits, en fait, ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure. C'était à bas bruit dans la société chinoise, mais les Chinois le savaient très bien. Voilà. Et puis que le temps que ça percole en Occident, ça met plusieurs mois, plusieurs années, etc. Puis que des journalistes du Monde ou de Libération s'y intéressent et se retrouvent au poste interrogés pour subversion. Vous voyez, on est dans ce cadre-là. Donc est-ce que ça durera? Je n'ai pas la réponse. En tout cas, le projet chinois est bien évidemment d'appliquer sous une logique très confucéenne l'idée d'un bon comportement, du bon individu, d'une bonne norme, et qui en fonction, carotte, bâton, on sanctionnera. Donc voyage, capacité d'intégrer tel ou tel travail, telle administration, renouvellement ou non d'un passeport, tous les 10 ans, etc., pour voyager à l'international. Donc de l'individu modèle, Donc c'est toujours délicat, si vous voulez, dans cette société chinoise, parce que même s'il y a énormément de mécontentements environnementaux, sociaux, d'injustice, etc., c'est la continuité de l'histoire chinoise, il y a une certaine reconnaissance dans les institutions actuelles chinoises, pour la plupart des Chinois, qui sont rassurés par les mesures autoritaires pour gérer l'ensemble. Donc c'est très compliqué, c'est un équilibre très compliqué entre la gestion d'un ensemble, le sacrifice personnel, familial, par rapport à un bien-être ou une bonne continuité des affaires au niveau national, au niveau du sentiment chinois, ethno-national, vous voyez. Donc j'ai pas la réponse. En tout cas, le projet est bien en cours. Il y a déjà des petits problèmes en termes de données quand même, parce que pour gérer 1,5 milliard de types avec les informations, il faut un ordinateur musclé quand même. Oui, vous vous rendez bien compte, on s'en doute. Donc il y a quelques coquilles et quelques erreurs. N'empêche que le système marche très très bien, on est dans la continuité d'un état policier, et donc affaire à suivre. Voilà. C'est une des forces de l'Empire, des héritages de l'Empire, c'est qu'il fonctionne donc, sur une dimension très territoriale, très continentale, avec un peuple unifié par la langue, par les mœurs, par les coutumes, par éventuellement la morphologie, ça va très très loin cette affaire, et qui a intégré, digéré des populations qui lui sont plus ou moins proches,
mais qui ne sont pas pour autant chinoises Han. Donc en fait, on va plutôt se reconnaître en étant Han, chinois d'origine jaune, la couleur de la terre jaune du Leuce, l'empereur jaune, etc., au cœur du projet unifié de l'Empire, etc., avec des variantes locales. Vous êtes un type du Shanxi, un type de Pékin avec des dialectes, les différences gastronomiques, etc., voire morphologiques, qui constituent un creuset, une diversité, mais avec très fortement structuré aussi par ces faits communs, d'être une population qui partage une racine ethno-linguistique commune. Une racine ethno-linguistique commune, donc de Han. Et qui, quand on regarde aujourd'hui la démographie, 1,5 milliard de Chinois, c'est sensiblement entre 90 et 95% de la population. Le reste étant réparti entre Tibétains, Ouïghours, etc., 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 oui, Mongols, etc., 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 50 et quelques populations, ethnies, qui elles-mêmes ont été classifiées par l'État central, établies, hiérarchisées, constitutionnalisées, après 1949. On a eu des premières enquêtes ethno et anthropologiques chinoises faites au moment de la République de Chine dans les années 10, 20, etc., qui comptabilisaient les populations minoritaires de Chine, à côté des Han, très nombreux, peuplant l'essentiel de la Chine, riziculteurs, céréaliculteurs, vivant dans les basses altitudes, en plaine, etc., etc., en opposition aux gens dans les montagnes, etc., avec des gradients d'altitude, magnifiques, hein, c'est très, très intéressant comme travaux, où on avait une mosaïque là, de 100, 150, voire 200 populations. Le Parti communiste a décidé, hop, on réduit à 55. Un petit peu sur le modèle soviétique, en fait, des minorités dont le musée, le palais est à Saint-Pétersbourg. C'est la même copie, ça c'est dans toute l'institutionnalisation d'une Chine nouvelle communiste, qui à l'époque entretenait des liens très étroits avec Moscou, comme modèle étatique nouveau, quoi. Comme modèle étatique, avec cette idée d'homo soviéticus, quoi, en fait, un peu. Voilà. La situation est tellement critique, tant au point de vue de la dépendance énergétique dans les fossiles, charbon bien sûr, il y a encore quelques années à 75%, voire plus, et donc la conséquence environnementale avec toutes les grandes villes qui ont été construites, tout ça c'est de la pollution, hein, c'est de la dégradation environnementale. Il y a véritablement, au moins depuis une dizaine d'années, à peu près ça, le ministère de l'Environnement chinois a été créé en 2008-2007, qui fait suite à une administration centrale, mais on l'a musclé, on a monté un clic les capacités de ce domaine-là. Donc on a lourdement investi depuis 10 ans dans le verdissement des villes. Récemment, la NASA a publié des photos sur le fait que la Chine plante des millions d'arbres, ce qui est vrai, ça date d'il y a 20 ans en fait. Mais ça c'est du lamarckisme, on ne plante pas des arbres, on ne fait pas de la sauvegarde environnementale en plantant des arbres. C'est compliqué. Mais il y a quand même énormément d'efforts pour limiter des effets pluriels, hein, d'avancer des zones désertiques vers Pékin, de problématiques en eau, de problématiques énergétiques du fait de l'extraction du charbon, de son traitement, de sa carbonisation, transformation en électricité, et autres, la question de la dépendance au pétrole, au gaz, etc. Donc on a à la fois des efforts environnementaux, vrais, importants, avec la création d'agences, de laboratoires, de scientifiques, de partenariats internationaux, de recyclage des eaux usées, etc. Donc là, c'est Veolia, Suez, magnifique. Hein. C'est tout le travail de ces compagnies depuis 15-20 ans, sensiblement, dans les grandes villes chinoises, qui étaient en lacune absolue, hein, de ces secteurs-là. De recyclage des déchets. Éventuellement, on réfléchit maintenant au traitement des sols. Dans certaines régions qui ont été très fortement polluées, mais ça a coûté très 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 cher. Parce qu'on le sait, et puis c'est très très long comme processus. En parallèle de la réorientation de ce qu'on appelle le mix énergétique. Donc moins de charbon, plus de gaz, du GNL parce que moins polluant, moitié moins polluant qu'à la carbonisation que d'autres fossiles, mais du nuc, mais 1,5 milliard d'habitants, donc c'est à peu près 4% pour 2030, dans le mix énergétique, 4%. Donc on sera encore massivement sur du fossile, mais qu'on essaiera de nettoyer, de rendre plus propre, de l'hydroélectricité, barrage des Trois Gorges, en amont de Chongqing, hein, pour alimenter 30 millions d'habitants, qu'ils soient urbains ou ruraux, le développement de gigantesques projets de barrages, des dizaines et des dizaines de barrages, un peu partout, dans l'Himalaya, le Tibet et tout ce qui est autour de cette région-là, mais de haute montagne, 3000, 4000, 5000 mètres d'altitude, Yunnan, proximité de la Birmanie, Tibet, etc. Donc ça pose la question là aussi du Tibet, et donc du Mékong bien évidemment, de l'eau en aval, donc tout un tas d'implications géopolitiques par rapport au mix énergétique chinois. Et puis, qu'est-ce que j'oublie dans le mix là? Je parlais du charbon, du pétrole, du gaz, et puis bien évidemment, depuis 20 ans, grosso modo maintenant 20 ans, 2019, au moins 10-15 ans, l'essor avec soutien, support de l'État
notamment de la précédente équipe à la tête du pays, Hu Jintao et le Wen Jiabao, le Premier ministre, Hu Jintao étant le président, Wen Jiabao l'ancien Premier ministre, dans la construction d'une industrie photovoltaïque et éolienne, et qui est pour partie encore une histoire d'espionnage industriel, mais bon, je ne rentre pas dans les détails, à travers la constitution de géants nationaux, aussi bien dans l'éolien que dans le photovoltaïque. Pour l'éolien, c'est la fameuse compagnie Sinovel, magnifique. Et donc là, et le nucléaire qu'on a évoqué tout à l'heure. Voilà. Et donc le nucléaire qui est aujourd'hui la mise en place des premiers, ce qu'on n'arrive pas à faire nous dans le nord de la France, là, les EPR, merci. Le premier est à côté, voilà, Taishan, à côté de Shenzhen, c'est ça, ouais, dans le Guangdong. Donc on est dans la continuité de cette ouverture d'il y a 40 ans, d'industrialisation, etc., d'urbanisation de cette région-là. Donc nucléaire un petit peu, pas beaucoup, 4%, c'est pas beaucoup. Hein. Et puis beaucoup d'éolien. La question se posera du recyclage de tout ça après. Le nucléaire, bon, on a le temps, mais surtout des panneaux, c'est pas éternel. Et on sait très bien que c'est très polluant en fait, hein, au recyclage, comment on fait pour extirper tous les matériaux qu'il y a là-dedans, etc., etc. Très très polluant. Et puis la question de l'éolien aussi. On a beau mettre des milliers d'unités en mer ou en terre, dans des régions qui sont vides. À la mer, il y a un peu de bateaux qui circulent, mais des grandes régions, il y a des grands couloirs de vent réguliers, dans la direction toujours pareil, du Xinjiang, des Ouïghours, voilà, du Grand Ouest. La question est du stockage de cette énergie, du transport jusqu'à consommation, utilisation de l'énergie. Donc ça pose question. Donc l'idée de ne pas sortir complètement du carbone, du carboné, et donc de monter le nucléaire autant que possible. Sans parler des concessions diplomatie internationale, économie internationale à vendre à terme du parc nucléaire chinois, du Pakistan, voire l'Inde, voire éventuellement l'Afrique, voire éventuellement, dans les logiques de sortie du tout pétrole au Moyen-Orient, des produits éoliens, photovoltaïques, voire nucléaires au proche Moyen-Orient. En tout cas, Moyen-Orient. Voilà. Donc on est là-dedans, on est dans cette bascule du monde à propos du secteur énergétique chinois et environnemental.